Bienvenue à tous. Très heureux de vous avoir ici, les membres et amis de la Société d'Histoire. Et à tous ceux qui viennent régulièrement, parce que des têtes que je revois à peu près à toutes les conférences. Merci d'être là. Avant de commencer avec la conférence d'Annick, j'aimerais vous parler de la prochaine conférence qui va être la dernière de la saison d'hiver. Mercredi 27 mars, le Théâtre Le Plateau depuis 100 ans, par le conférencier auteur du livre en scène Frédéric Kantorowski. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, mais j'espère. Et puis, pour nos programmations aussi, on va arriver bientôt au printemps. En fait, hier, on était déjà, on dirait. C'est tout sur notre site Internet, dans nos infolettes, si vous êtes abonné ou si vous êtes abonné juste aux infolettes, vous allez recevoir, et sur notre page Facebook, parce qu'on va avoir encore cette année des visites guidées. Alors, vous pourriez bientôt voir les dates. J'ai aussi sur la table à côté, comme on fait à l'habitude, des fiches d'inscription si vous voulez devenir membre, quelques livres et nos bulletins qu'on publie 4 fois par année. Pour ceux qui ne sont pas membres, de jeter un coup d'œil un peu, je n'ai apporté quelques exemplaires. Aussi, pas oublier que le centre de documentation et d'archives, qui est au monastère de l'autre côté de la rue, est ouvert tous les mardis. Alors, on vous attend pour, si vous voulez faire des recherches, consulter des livres, regarder ce qu'on a. Et aussi nous rencontrer si vous avez des questions, on peut vous répondre. Puis, on aime ça voir des gens en personne. Alors, on vous invite vraiment chaleureusement à aller au 4e étage et puis venir nous voir avec vos questions. Et aussi, s'il y en a parmi vous qui seraient intéressés à faire quelques heures de bénévolat, on est toujours à la recherche de gens qui viennent donner un coup de main parce que vous devez savoir que la Société d'Histoire fonctionne juste avec des bénévoles. Moi, je suis nouvellement en poste à contrat, mais sinon, là, elle existe depuis 2006 et c'est vraiment l'effort de tout le monde qui a fait qu'aujourd'hui, on a vraiment un beau centre de documentation et beaucoup d'articles publiés et même, on a même publié quelques livres. Alors, je fais un coup d'œil tout à l'heure après la conférence. Aujourd'hui, on accueille Annick Desmarais qui va nous faire une conférence sur la belle-mère face à son gendre et sa bru. Un stéréotype solidement ancré dans l'histoire. Alors, ça couvre la période 1856 à 1959. C'est bien ça, Annick? Okay. Un peu sur Annick. Annick Desmarais s'intéresse à l'histoire des femmes, de la vieillesse et de la famille. Son aptitude à combiner plusieurs disciplines l'a menée à être recherchiste pour la conférencière Dérine Collier, a publié un balado sur l'histoireengagée.ca et a participé en tant qu'animatrice et recherchiste à la création du balado du Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal. Nous, on collabore justement avec le laboratoire aussi pour quelques projets, dont notamment des articles historiques. Annick a aussi rédigé des notices historiques pour le magazine Histoire Canada et le musée Pointe-à-Calière et publié un article sur le blog aussi de la Société à propos de l'histoire des épiceries qui ont logé au 750 rue Guilford. Très intéressant, je vais aller lire ça. Dans le cadre des 90 ans du Chaînon, elle a rédigé 9 articles pour l'encyclopédie virtuelle Mémoire des Montréalais et composé les textes de l'exposition au même. Depuis 2020, elle anime les balades historiques du Cœur des sciences de l'UQAM. Annick est aussi récipiendaire de la bourse Madeleine Saint-Martin en histoire québécoise canadienne, de la bourse au cycle supérieur de la Faculté des sciences humaines, ainsi que de la bourse du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Alors, très belle feuille de route. Alors, il y aura, après la conférence, une période de questions à la suite. Alors, pendant la conférence, gardez en tête vos questions parce qu'on va vraiment faire ça à la fin pour pas comme casser le rythme. Alors, sans plus tarder, on accueille chaleureusement. Bonjour, bienvenue. C'est ça qui va nous entretenir sur les représentations de la figure de la belle-mère et ce qu'elle révèle des rapports au sein de la famille et de la société. Alors, bienvenue Annick, et puis, donc, une applaudissement. Bonjour, est-ce que c'est correct le son?
Non, il faudrait que je sois plus proche. Hein. Oui. C'est mieux ça? OK. Alors, je remercie la Société d'histoire de m'avoir invité aujourd'hui. Je vais m'ajuster pour le son. OK, il ne faut pas trop que je bouge comme ça. Fait que pour ajouter sur mon parcours, je devrais vous dire que j'ai fait un bac en psychologie dans les années 90 parce que je m'intéressais à découvrir l'humain, parce que ça me fascine. Et j'ai fait aussi 20 ans dans le monde de la fiction en tant que comédienne et scénariste. Alors, ce sujet de la belle-mère, des représentations de la belle-mère, en fait, combine à peu près toutes mes passions sur l'humain, l'histoire et la fiction, et comment on représente. Pour débuter, quand vous pensez au mot belle-mère, qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit? Est-ce qu'il y en a qui ont une image qui leur vient à l'esprit? Hein? Acariâtre. Malcommode. Est-ce qu'il y en a qui pensent à la belle-mère d'Aurore? Les belles-mères des contes de fées? C'est à peu près comme automatique. Toutes ces images qui apparaissent spontanément en vous, ça provient de l'imaginaire collectif, parce qu'en fait, ces références sont construites. Même si, il y en a qui vont me dire, oui, mais ma belle-mère, elle mérite le stéréotype. Oui, mais il y en a que non. Et on enferme tout un groupe dans une catégorie. Et c'est ça que je vais essayer de démontrer aujourd'hui. En français, contrairement aux autres langues, le mot belle-mère est utilisé pour deux relations familiales différentes. En anglais, par exemple, on parle de stepmom puis de mother-in-law. En français, ça rend ça encore plus confus parce qu'on mélange le mot souvent dans notre représentation. Dans les contes de fées, on voit beaucoup les deuxièmes mamans. C'est aussi, on dit la marâtre, qui est la belle-mère, la nouvelle épouse du père. Puis on a aussi la belle-mère qui est la belle-mère du gendre ou de la bru, qu'on trouve plus en humour. Parce que là, en humour, c'est elle qui est vraiment dépeinte. Et moi, c'était à cette belle-mère-là que je me suis intéressée. Fait que juste pour vraiment que ce soit clair, là, je ne parle pas des marâtres, je parle des belles-mères dans l'humour. De la sphère politique au monde culturel, le stéréotype est abondamment utilisé, cité et présenté à l'imaginaire collectif. Il devient même un raccourci facile et méchant et souvent misogyne. On a juste à penser ici à la plante, la sauveillère, qui est appelée la langue des belles-mères à cause de ses grandes feuilles coriaces et du fait qu'elle soit difficile à tuer, ou à la plante à côté, Echinocactus, qu'on appelle le coussin de belle-mère. Au Québec, l'expression familière « jouer les belles-mères » sert de référence péjorative en politique, dans le monde culturel et même parfois au hockey. L'expression signifie intervenir publiquement, s'immiscer dans un dossier dont on n'a pas la responsabilité, lié à des fonctions qu'on a déjà occupées. Vous avez ici quelques exemples très récents. Et je ne sais pas à quand exactement remonte l'expression, mais j'ai découvert aussi loin qu'en 1916, en page couverture du journal humoristique Le Canard, cette caricature qui oppose le premier ministre libéral Lomère Gouin et le chef du Parti conservateur Philémon Cousineau. J'ai mis la photo à côté, on voit que c'est assez ressemblant en fait, la caricature. Les deux tiennent un œuf de Pâques qui représente la proposition de leur parti en vue des prochaines élections. Alors que Gouin, nommé le bon gendre, qui représente le progrès et la prospérité, mais Cousineau, affublé en belle-mère des nationalistes, tient un œuf gonflé d'air chaud, donc vide. Et le stéréotype n'a pas le même écho chez le beau-père, ce que donc témoigne ici l'expression féminine, même si en général c'est utilisé pour dénigrer des hommes politiques. Ensuite, de nombreux humoristes québécois ont fait rire aux larmes le public avec des lieux communs du genre victime de la belle-mère bourreau. À la télévision, l'humoriste Gilles Latulippe, vous l'avez tous sûrement déjà regardé, a souvent incarné un genre tourmenté, dont, dans les éditions populaires de Marcel Gamache, dont Symphorien très bien connu, où on le retrouve avec sa belle-mère Agathe Lamarre. Ici aussi, la chanson de Charlebois. Il met en scène un gendre au chômage qui boit du fort et accuse sa vieille bacaise de belle-mère d'en être responsable. Sur Facebook, récemment, en 2018, une blague de mauvais goût
proposait la vente d'une cage à belle-mère. Bon, s'il y avait eu juste une personne qui avait trouvé ça drôle, ça n'aurait pas été vraiment... mais il y a des milliers de commentaires et elle est partagée plus de 10 000 fois. Fait que ça révèle que ce type d'humour est encore vraiment en bonne presse. Et ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres sur ce qu'on trouve sur Internet. Et lorsque la fiction aborde la relation belle-mère-bru, c'est souvent sur un ton plus dramatique. Par exemple, dans la comédie musicale Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, alors que Thérèse Dubuc aime se plaindre de sa vie pitoyable et passer pour une sainte, son secret est dévoilé quand, exaspérée, son naturel prend le dessus, elle maltraite sa belle-mère et qu'elle a la charge au quotidien, puis prise en défaut, elle se justifie. C'est mon mari qui a découvert ça. Un petit coup de poing sur la tête, puis on dirait que ça la paralyse pour quelques minutes. Elle reste dans son coin, puis on est tranquille. Ce bref survol illustre combien le stéréotype s'immisce de différentes façons dans l'imaginaire collectif et sans se renouveler. Pourtant, à travers le temps, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu des personnes, des hommes et des femmes qui sont pas posés en défenseurs de la belle-mère ou ont dénoncé le stéréotype ou même tenté de le renverser. Ici, vous avez un billet à la fin du 19e siècle. Blanche de Géry est même convaincue, en fait, que la méchanceté des gens envers leur belle-mère est dépassée. Elle dit qu'il y a un grand progrès et un genre à peu près bien élevé se garde soigneusement de certaines plaisanteries bébêtes si à la mode il y a quelques années. Les chansons, les historiettes et les prétendus bons mots à l'adresse de la belle-mère n'intéressent plus personne et ne font même plus sourire. Je pense qu'à la un choc, ça pouvait se réincarner aujourd'hui puis voir où c'est qu'on en est. Et en 1934, une première journée pour honorer les belles-mères est instaurée au Texas et un défilé de belles-mères obtient un grand succès. Cette première fête ouvre la voie à l'instauration d'une journée annuelle et nationale américaine consacrée aux belles-mères, ce qu'on n'a toujours pas au Québec. On en a une depuis 2 ans, en mai, pour les deuxièmes mamans, les marats. On ne dit plus les marâtres aujourd'hui, mais les belles-mères, mais on n'a pas encore celle que j'ai dit. Suite aux célébrations de ce défilé, il se forme même une ligue de belles-mères à New York de centaines de personnes, puis une vaste campagne visant à faire cesser les mots et les phrases malicieuses est adoptée. L'association demande que les artistes suppriment les plaisanteries dans les vaudevilles, les émissions radiophoniques et que les acteurs au cinéma ne fassent plus de blagues sur leur dos. C'était très connu. Et en 1944, dans son courrier du cœur, la chroniqueuse Colette appuie les propos de sa correspondante, une belle-mère qui souffre de constater que les bons comportements des belles-mamans soient si peu reconnus. Elle dit qu'en effet, on ne fait pas suffisamment l'éloge de la belle-mère aimable et le tort que l'on a, c'est de généraliser et de ne parler que de la belle-mère jalouse, autoritaire, indiscrète et qu'ainsi le discrédit en a frappé toute une catégorie de femmes souvent admirables d'abnégation, de tact et de dévouement. Alors, pourquoi ça perdure malgré tout? Pourquoi au Québec, comme ailleurs, la belle-mère est-elle toujours la cible de blagues ou bien réduite au rôle de bouc émissaire dans des enjeux matrimoniaux? Mon objectif aujourd'hui est de vous exposer une ébauche des résultats de ma recherche, comme je disais sur mon mémoire de maîtrise. On verra que le stéréotype de la belle-mère, qui en apparence peut sembler banal, révèle par sa constance déroutante beaucoup de choses, ne serait-ce que sur la façon qu'on choisit de représenter les femmes vieillissantes. Tout d'abord, je vais présenter la méthode que j'ai utilisée pour analyser la figure de la belle-mère. Ensuite, je vais brosser un topo des différentes facettes du stéréotype. Puis on verra que la figure de la belle-mère est une construction genrée, car les représentations ne sont pas les mêmes selon le regard d'une bru ou d'un genre, et que le stéréotype du beau-père, comme je le disais, est inexistant. Je vais aborder la guerre domestique à travers le prisme de 3 enjeux majeurs, la période délicate entourant le mariage, la cohabitation et la richesse ou la pauvreté de la belle-mère. Et puis, je survolerai l'enjeu des clivages générationnels et le rôle plus apprécié de grand-mère. Et en conclusion, j'offrirai des pistes de solutions. Alors, l'enquête. Lorsque j'ai débuté cette enquête sur la figure de la belle-mère, je voulais découvrir si les représentations se transforment à travers le temps ou bien si elles ne font que se répéter inlassablement. C'est pour ça que ma période est longue, que j'ai commencé ma recherche à couvre plus qu'un siècle. Mon étude débute par le procès de Jean-Baptiste Corriveau, condamné en 1856 pour la pendaison, pour avoir tué sa belle-mère,
et se poursuit jusqu'à la fin des années 1950, juste avant la Révolution tranquille. J'ai pu réaliser cette recherche grâce à la numérisation de nombreux journaux, revues et livres par les Archives nationales du Québec et aussi par Canadiana. Puis à ces sources, j'ai ajouté quelques livres d'époque, de chansons et pièces de théâtre. Avec le mot-clé belle-mère dans la recherche numérisée, j'ai été en mesure d'accéder à un nombre vertigineux de données, plus de 40 000 uniquement pour le site de Canadiana. J'ai donc divisé la période en 3 blocs logiques et j'ai réalisé des sauts aux 5 ans. Cela réduisait les données à plus de 10 000, ce qui est déjà énorme. Puis de toutes ces occurrences-là, j'ai éliminé en fait tout ce qui était des annonces nécrologiques, les répétitions des mêmes blagues. Fait que les blagues que j'ai retenues sont vraiment uniques et ne sont pas répétitives, même sinon il y en aurait eu un nombre, excusez-moi, effrayant. Et évidemment, toutes les références aux marâtres ont été éliminées parce que ce n'est pas les belles-mères que j'ai utilisées. À la fin, il m'est resté plus de 3100 sources textuelles et iconographiques issues de 130 journaux différents et sur lesquels se base ma recherche. Puis qu'est-ce qu'on trouve dans les journaux à propos des belles-mères? Tout d'abord, dans ce tableau, on peut voir que j'ai eu un accès de sources très, très variées. Tout d'abord, de nombreuses blagues et caricatures, ça, sans surprise. L'humour représente plus du tiers du corpus total. J'ai pu avoir un portrait des spectacles qui étaient présentés au Québec parce qu'il y avait des annonces, les critiques qui parlaient des pièces qui avaient été voir, théâtre, cinéma, monologue. Et puis dans les journaux, surtout au 19e siècle, on retrouve de nombreux feuilletons qui sont publiés à chaque numéro pour fidéliser le lecteur, puis qui incluaient souvent le personnage d'une belle-mère dans ces feuilletons. Ensuite, des articles sur les mœurs et coutumes dans le monde, des billets éditoriaux et même des publicités qui font référence à la belle-mère. Évidemment, on trouve aussi dans les journaux beaucoup de faits divers, des articles sur les causes judiciaires. Et finalement, pour les 4 dernières décennies, il y a une abondance de chroniques sentimentales, bien connues sous le nom de courrier du cœur, auquel les lectrices, souvent, mais des fois des lecteurs, écrivaient aux journalistes, qui sont majoritairement des femmes, des chroniqueuses, mais il y a quand même aussi des hommes qui répondaient. Et les lettres sont publiées dans les journaux, tant la lettre du lecteur ou de la lectrice et la réponse du journaliste, qui indique beaucoup sur les enjeux que ce monde vive, surtout dans la cohabitation, les enjeux financiers et comment le monde... Évidemment, dans les journaux, j'ai accès souvent à ce qui ne va pas bien, parce que le monde n'écrit pas pour dire que ça va bien. Fait que je vois moins le beau côté, mais quand même, il était là aussi. En tout, il y a plus que 57 chroniques différentes. Les plus connues, le courrier de Colette, parce que je pense que c'est à peu près une 50aine d'années dans la presse, le courrier d'Odette dans le Canada et le refuge sentimental de Jeannette Bertrand, plus à la fin de la période. Fait que, maintenant, la norme du stéréotype. Dans son sens linguistique, le mot belle-mère signifie tout simplement un statut familial. Pourtant, le stéréotype est loin d'être neutre. Au 19e siècle, le monde de l'imprimerie se transforme. L'invention du modèle de caractère fixe permet la reproduction de textes et d'images en un nombre infini d'exemplaires. Les mots stéréotypes et clichés signifient alors la plaque typographique à partir de laquelle l'image est imprimée. Puis c'est ces termes techniques qui signifient au sens figuré l'usure de la répétition. Le fait qu'on pouvait juste reproduire encore et encore et encore, c'est devenu des expressions péjoratives. L'historien Peter Brook soutient avec justesse que les stéréotypes, qu'ils soient plus ou moins violents ou cruels, manquent nécessairement de nuances, même des fois ne peuvent être appuyés sur rien. Mais c'est sûr que pour la belle-mère, il y a toujours quand même un fond de vérité. Mais mon but, ce n'est pas de départager ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Les centres nécessairement faux, ils exagèrent. Évidemment, un stéréotype est réducteur et exagère certaines caractéristiques. C'est très intéressant de découvrir pourquoi que telle qualité est cachée et pourquoi on met en lumière ou qu'on exagère un défaut. Les représentations, en fait, sont la manière dont une personne ou un groupe est conçu, représenté, publicisé à travers différentes sources médias et qui, à force d'être répétées, se cristallise dans la mémoire collective jusqu'à devenir une norme, c'est-à-dire la référence qu'on considère allant de soi. Ça m'arrive fréquemment qu'il y a du monde qui me dise « Ah, mais moi, je suis chanceux ou je suis chanceuse parce que ma belle-mère est gentille, elle n'est pas comme les autres. » Ça veut dire que les autres, c'est la norme, ce qu'on pense qui est comme normal, alors que je suis convaincue que
Il y en a beaucoup des belles-mères qui ne sont peut-être pas agréables, mais il y en a plus qui sont au contraire, qui ont des beaux rapports cordiaux, puis on n'en parle pas beaucoup. Fait que la vision qu'on se fait d'un groupe est donc le résultat d'un contact répété avec des représentations, tantôt construites de toutes pièces, tantôt filtrées par les discours des médias. Fait que sans être en mesure de pouvoir vous dire l'origine du stéréotype, là, parce qu'on retrouve des rôles caricaturaux même chez les auteurs latins quelques siècles avant Jésus-Christ. Fait que la belle-mère est là depuis très longtemps. Il est tout de même possible d'affirmer qu'avec la transformation technique du monde de l'imprimerie, les références péjoratives ont pu être de plus en plus formulées à la population, notamment par de plus en plus de journaux et aussi l'arrivée du cinéma à la fin du 19e siècle, la radio dans les années 1920 et la télévision en 1952. Fait que c'est une prolifération de véhicules qui permettent que la culture populaire soit de plus en plus exposée et permet que, tant au 19e qu'au 20e siècle, par circuler allègrement le stéréotype de la belle-mère et ainsi à imposer une référence plus profonde. Il y a différents caractères qui définissent le stéréotype de la belle-mère, comme que vous allez probablement tous les reconnaître, là, je ne pense pas vous surprendre ici. À tour de rôle bien combiné, des qualificatifs ont pour objectif d'appuyer sur une personnalité odieuse, épouvantable et impossible à aimer. Voyons ce qui compose. Premièrement, sans surprise, la belle-mère est illustrée comme une femme très vieille. Dans cette blague, le genre raconte à sa belle-mère avoir pensé à elle lorsqu'il visitait les ruines en Italie. Lorsqu'une mère marie sa fille ou son fils, mais peu importe son âge véritable, en fait, elle se réveille représentée au lendemain des noces comme étant vieille. C'est comme si dans la nuit du mariage, il se passe une métamorphose. Le cliché est réducteur et sans nuance. Pour l'historienne Yannick pas, cette mutation des représentations qui passe d'un état de nature être femme à une condition familiale être belle-mère crée une race imaginaire qui ne s'appuie sur aucune réalité biologique. Et évidemment, entre la réalité et le stéréotype, il y a un écart facilement visible. En 1949, là, cette photographie d'un jeune homme et de 6 belles-mères en voyage au Canada pour visiter leurs filles et leurs gendres montre qu'elles sont pour la plupart jeunes, charmantes et souriantes. Ça se peut. Ensuite, le stéréotype de la belle-mère est affublé des caractéristiques de la masculinité et de la laideur. Cette plaisanterie en 1916 vise à dépeindre la virilisation de la femme. Lors d'une querelle de ménage, un gendre raconte à un ami avoir dit zut à sa belle-mère et que celle-ci aurait gardé le silence en tortillant sa moustache. Et de nombreuses blagues ont pour seul objectif de souligner la dégradation de la femme au temple de la laideur. Dans celle-ci, une belle-mère demande à son gendre de l'amener voir un spectacle et souligne qu'il lui indiffère même de voir quelque chose de laid. Son gendre répond, mais belle maman, n'avez-vous pas une armoire à glace? Et puis, la belle-mère est presque toujours représentée comme étant veuve, même si dans les faits, les belles-mères ne sont pas toutes veuves. Ça crée dans l'imaginaire l'idée que c'est elle seule qui est en pouvoir de torturer son gendre ou sa bru, ou bien d'innocenter le beau-père de sa non-participation. Dans cette caricature, en page couverture du Canard, on retrouve tous les derniers qualificatifs: laide, masculine, vieille et veuve. Le gendre rencontre sa belle-mère pour la première fois et, surpris par son apparence, il en perd sa pipe. Il lui dit d'ailleurs qu'elle a bien fait de se cacher, suggérant qu'avoir su, il n'aurait pas marié sa fille. Parce que par opposition à la belle-mère, on retrouve le cliché de la jeune femme belle et jeune, qu'on voit ici, en beau pétard, aux formes fémineuses flatteuses. Mais en lui tendant la main, c'est comme si elle disait à son mari, regarde, ça va être ma future apparence. Dans le coin en haut à gauche, on voit le corps de son défunt mari pour bien souligner qu'elle est veuve. Puis une autre facette du bouquet de symboles pour figurer la personnalité détestable des belles-mères, c'est de la représenter selon un organe de son corps. Les deux principaux, sa langue, souvent dite langue de vipère, ou puis son nez. Tout d'abord, sa langue. Un des leviers en humour est de dépeindre de multiples manières la réputation verbeuse de la belle-mère. À cette figure, un chef de famille suggère à l'énumérateur du recensement que la langue dominante de sa maison, c'est celle de sa belle-mère. Certaines blagues visent à souligner le côté incessant du verbiage, de dire que son contenu est toxique et que le son de sa voix est insupportable. Le célèbre caricaturiste Albert
Rick Bourgeois use fréquemment de la référence à la belle-mère dans sa chronique humoristique en roulant ma boule du père Baptiste Ladebauche, c'est peut-être que vous avez connu. Le personnage de Ladebauche est un personnage fictif créé au 19e siècle et porté par plusieurs auteurs. Bourgeois en a hérité à son arrivée à la presse en 1905 et il est celui qui a le plus longtemps fait vivre le personnage parce que sa carrière dure environ 55 ans. Un célèbre caricaturiste. En 1924, le personnage du père Ladebauche ironise sur le progrès des nouvelles machines qui arrivent dans la société qui pousseraient l'humain à devenir, selon lui, paresseux et à perdre des organes physiques qui deviendraient alors superflus, comme par exemple les bras qu'on n'aurait plus besoin. Puis, à travers ces malheurs, il perçoit par contre un avantage avec l'arrivée des phonographes, car il dit que la bonne vieille langue de nos belles-mères n'aura plus sa raison d'être. Et je te passe un papier que la disparition de cet engin, auprès duquel le serpent à sonnette n'est qu'un enfant de cœur, sera une tannante enjambée dans la voie de la perfection. L'autre organe mis en lumière, c'est son nez, puis il sert à décrier l'ingérence et l'emprise que ces femmes osent prendre dans le ménage de leurs enfants. Dans cette caricature, même si la belle-mère mise en scène ici est imposante, laide, enragée et masculine, à l'explication de la gravure, il est dit que cette belle-mère est agréable à voir, car l'essentiel n'est pas la beauté physique, dit-on, mais la beauté du caractère de celle qui ne se fourre pas le nez partout. Mais vraisemblablement, le plus terrible faisceau du stéréotype, c'est celui de l'abaisser à l'état animal. Yannick Ripa met en relief qu'en tirant les belles-mères vers l'animalité, cela permet de les sortir de la jambe féminine, de les déshumaniser, et cette distanciation autoriserait l'expression d'une violence autrement impensable. Par exemple, dans cette plaisanterie, un homme passe de porte en porte pour collecter la taxe sur les animaux. Un gendre lui dit avoir des animaux, mais demande qu'on lui envoie une voiture pour s'en débarrasser, car il a assez de taxes à payer qu'il ne veut pas payer pour celle-ci. Le collecteur répond: « Oh, vous voulez les faire tuer? Oui. Quelle sorte d'animal avez-vous? Ma belle-mère. » Puis ensuite, les caricaturistes font usage de nombreux animaux pour appuyer sur la supposée personnalité détestable de la belle-mère. Un des animaux les plus communs est le chameau, dont l'usage populaire signifie au sens figuré et familier personne méchante, hargneuse, désagréable. La référence est bien illustrée dans cette figure et dévoile l'imaginaire d'un gendre qui peint sa belle-mère selon d'après nature, c'est-à-dire en chameau. Puis une des blagues continuait le recours à une huître pour illustrer le contraste entre la belle-mère et la jeune fille. Ça, dans les journaux, c'est répété pendant des décennies. La belle-mère a dit: « Notre fille est une perle, apprenez-le, monsieur. » Le gendre lui répond: « Eh bien, alors vous en convenez vous-même, vous êtes une huître. » Tandis que le singe est souvent exploité pour signifier la laideur de la belle-mère. Au restaurant, la belle-mère demande: « Pourquoi avoir choisi de nous servir un garçon si laid? On dirait, ma foi, un singe. » Et lui de répondre: « C'est pour avoir la paire, par le moment. » À travers cet humour dégradant, l'usage de la référence animale sert à démontrer que la belle-mère possède un tel caractère qu'il faut la dompter. Il faut le dompter et, si possible, le museler. La belle-mère est fréquemment comparée à un animal de cirque, de foire ou d'attraction. Ça fait surgir l'idée que si ces femmes ne sont pas contrôlées, elles peuvent être dangereuses, comme dans ce dessin où une belle-mère mord son gendre. Un des leviers humoristiques pour évoquer la domestication du tempérament de la belle-mère, c'est de l'enfermer dans une cage, comme on a vu sur Facebook. Là. Juste par leur titre, plusieurs pièces de théâtre des premières décennies du 20e siècle évoquent ce ressort. Notamment la comédie française Les Opulentes, Une belle-mère en cage, jouée pas juste un soir, mais pendant des décennies au théâtre populaire et au Palais Royal, dans lequel le gendre butard fait rire le public en devenant le dresseur de sa belle-maman. Ou les comédies des Opulentes, Le dompteur de belle-mère, J'ai dompté ma belle-mère, ou encore Monsieur Tizoun dompte sa belle-mère. Et finalement, encore plus réducteur, la belle-mère est parfois comparée à un microbe. Dans un autre de ses satires, le personnage à Debauche fait appel à cette référence pour dénoncer l'incompétence des échevins de la ville de Montréal et démontrer la piètre qualité de l'eau. Il dit: « La corporation actuelle vous vend de l'eau falsifiée, qui est à peu près pure comme la conscience d'un politicien. Une eau, messieurs, qui est tout au plus bonne pour laver les pieds de votre belle-mère. Rapport qu'il n'y a pas de danger que les petits microbes mangent les gros. » Comme on a vu en introduction,
La référence à la belle-mère s'insère un peu partout, souvent sans aucun rapport sur le sujet évoqué, et même lors de débats très sérieux, plusieurs orateurs scientifiques usent allègrement de la référence juste pour faire rire. En 1959, par exemple, le docteur William Mostert de l'hôpital de l'enfant malade de Toronto explique la prodigieuse avancée médicale qui pourrait permettre de pratiquer l'hibernation artificielle lors des chirurgies du cœur. Le nouvel Exilire, encore à l'essai sur des marmottes, serait fourni par certaines des glandes de ce rongeur et permettrait un plus long temps d'endormissement. Il termine sa conférence très rieuse par une boutade facile. Quel exilire merveilleux ce serait, sans compter que ses possibilités seraient illimitées. Songez à ce qu'on pourrait faire des belles-mères. Et ça, c'est repris dans de nombreux journaux, puis il y a même des chroniques féminines qui dénoncent ça, puis qui expliquent en fait que les femmes aimeraient bien ça, pouvoir hiberner tout l'hiver et ne pas faire toutes les corvées qu'on attend d'elles. Fait que c'est repris, là, c'est vraiment très, très long. Et il y a des publicistes qui recourent aux stéréotypes des belles-mères pour vendre des produits. La compagnie Boston, par exemple, suggère qu'en remplaçant la caféine par du café de céréales, les belles-mères, comme Madame Joufflu ici, deviendront aimables, souriantes et enfin aimées par leur genre. Fait que finalement, tout ça, c'est une construction genrée. Parce que excusez-moi. OK, ben, il me manque quelque chose là. Au début du. C'est ça. OK. Fait que, comme on vient de voir, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes les images qu'on a vues, on voit que le genre et sa belle-mère. Les blagues ne parlent jamais de la belle. Puis en fait, il y a deux types de. On a accès à deux types de sources d'archives. L'humour qui est créé par les hommes, parce qu'en fait, les journaux sont possédés en gros sont possédés par les hommes, puis quand les femmes ont accès à la fin du 19e, il y a de plus en plus de journalistes féminines qui peuvent écrire, mais sont dans une section du journal qui sont vraiment privées, et qui sont les pages féminines. Souvent, c'est comme ça indique aussi aux hommes, mais lisez pas ça, c'est pas pour vous. Fait que ça fait que ça reste demeure dans un domaine pour les femmes, puis tout le reste du journal est par les hommes. Et ben, ils ne parlent pas de la bru, ils parlent de leur regard à eux. Puis au début du 20e siècle, l'écrivain français Victor Fournel dénonçait ce fait et accusait les gens d'être trop indulgents envers eux-mêmes. Selon lui, la belle-mère et le genre, voilà des deux termes d'une équation, ils se répondent et s'équilibrent, et l'on n'est pas en droit de supprimer l'un pour ne s'occuper que de l'autre. En fait, c'est pourtant ce que l'on fait toujours. Qui a intérêt à cette suppression? En vertu de l'adage, le criminel est celui à qui le crime profite. Nous voilà dès maintenant fixés. La mauvaise réputation des belles-mères est un bruit que les gens font courir. Il invite les gens à pouvoir se regarder, mais vous verrez que ça ne s'est pas fait. Les hommes ont accès à de nombreuses tribunes pour s'exprimer et étaler leurs relations familiales sur la place publique. Par exemple, en 1916, pendant plusieurs semaines, 2 annonces sont publiées dans l'hebdomadaire Le Canard et font appel à tous les gens de Montréal pour partager ce qu'ils pensent des belles-mères en général et faire part des comportements qu'ils n'apprécient pas. Par exemple, si leur belle-mère leur fait mal, leur fait peur, les embrasse, vole leur fille, les chatouille, les regarde de travers. En fait, très enfantin tout ça. Hein. Suite à des annonces, un numéro spécial de 12 pages est publié, comportant les meilleures blagues du public, les vignettes humoristiques, des dessins, monologues, le tout évidemment sur les belles-mères. À travers la quantité effarante de données sur la belle-mère du genre que j'ai recueillies, se dégagent 2 grands thèmes. Tout d'abord, la rhétorique du genre martyr et de la belle-mère bourreau. Là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les hommes s'illustrent comme étant les pauvres victimes. Puis pour maintenir en place l'idée que les gens soient des martyrs sans que cela soit imputable à leur faiblesse, bien, il faut que le stéréotype de la belle-mère soit exagérément épouvantable, un monstre qui réduit en miettes l'autorité masculine. Puis pour représenter la belle-mère bourreau, souvent elle est illustrée dans une taille imposante. Selon l'historienne Anne-Simon Carrère, cette représentation symbolise la place démesurée selon le genre qu'elle occupe dans le ménage. Par exemple, ici, l'ampleur de la belle-mère souffle l'idée que son genre n'arrive pas à affirmer son pouvoir. Il a les mains dans les airs comme s'il était en état d'arrestation.
Il semble vouloir dire qu'il est démuni devant sa belle-mère laide, masculine, est tellement énorme qu'elle pourrait facilement l'écraser. Puis ici, dans le dessin assez enfantin, un gendre est abaissé la taille d'un minuscule pion devant sa maison de campagne transformée dans son imaginaire en monstre belle-mère lorsque celle-ci s'y trouve. Certaines caricatures mettent en scène des gens victimes des assauts physiques de leur belle-mère. Ici, un genre est devenu aveugle suite à une des crises de sa belle-mère et il se sert de la pitié pour mendier. Mais je me suis demandé, pourquoi ce sont les hommes, puisque ce sont les hommes qui créent l'humour, pourquoi se représenter ainsi? C'est quoi leur avantage de se montrer en tant que victime impuissante? Il me semble que personne n'a le goût d'avoir l'air d'une victime. Mais selon l'historien Ivan Jablonka, la rhétorique de l'homme envoûté, faible et dominé maintient en place la famille patriarcale et empêche de remettre en question le réel pouvoir que l'homme possède dans la sphère privée. Jouer les martyrs permet donc aux hommes de maintenir en place leurs privilèges. En personnifiant la victime, ils deviennent la personne à aider, la personne à sauver et à comprendre, et ceci masque ou absout leurs défauts. Ici, un bel exemple de ça, en cette caricature de 1926, dans un face-à-face dans lequel une acariante belle-mère s'oppose à un genre pourtant si charmant. La belle-mère est laide, avec un long nez, un regard fauve et des dents prêtes à mordre, alors que le genre, lui, est beau, distingué, souriant, l'air de signifier à sa belle-mère qu'il est inoffensif, aucunement coupable de quoi que ce soit. Ça s'y crée l'imaginaire que seules les belles-mères sont fautives des troubles relationnels. Et puis, le deuxième thème qui s'imbrique dans la rhétorique du genre martyr, c'est la haine masculine et la communauté de genre solidaire qui en découle. Cette blague sous-entend que simplement en évoquant le mot belle-mère, les gens se comprennent et sont de connivence. Dans un train, un voyageur se lève pour céder sa place à une dame âgée. Un autre voyageur, voyant son mouvement, lui dit « Ne vous donnez pas cette peine, c'est ma belle-mère. » Et l'autre, qui se souvient de la sienne, se rassit. Des centaines de blagues de mon corpus laissent entendre que les gens désirent se débarrasser de leur belle-mère. Les moyens imaginés varient en degrés de cruauté et peu importe la férocité véhiculée, ils sont tous présentés comme étant valables et allant de soi pour les autres hommes. Il se dégage donc une communauté virtuelle de gens qui se comprennent. Dans cette image, un genre explique à un policier qu'en attente de la visite de sa belle-mère, c'est lui-même qui a payé les enfants pour transformer ses marches en glissoires. Son sourire et sa posture assumée évoquent qu'il exulte d'anticipation à la venue de sa belle-mère et qu'il est confiant que le policier comprend ses raisons. En 1934, une publicité de la bière Black Horse présente un homme qui conduit trop rapidement pour s'assurer que sa belle-mère ne manque pas son train. La publicité suggère que la manœuvre dangereuse est justifiée puisqu'elle vise à échapper à une conséquence bien pire, devoir endurer la visite de sa belle-mère plus longtemps. Les créateurs invitent même les gens à se récompenser de semblables bravoures en dégustant tranquillement une bonne bière, la leur évidemment. Et puis, imagine la belle-mère mourir est un thème qui revient avec une facilité assez déconcertante. Ici, un policier intercepte un homme qui, avec son vélo, a manqué de tuer une dame en la renversant. Mais lorsqu'il apprend que cette femme est la belle-mère de l'homme, le policier le laisse partir sans conséquence, lui demande même pardon pour l'avoir arrêté. Puis en 1881, un fait divers très sérieux sur l'inspection des théâtres pour prévenir les incendies à New York se termine pourtant par une boutade. Il est dit qu'un vétéran pompier a déclaré que les théâtres sont en piètre condition et il n'y en a pas un où il conduirait sa femme. En revanche, il mènerait sa belle-mère dans tous. Et ce désir assassin se retrouve même dans le dernier couplet de la chanson Les Belles-Mères de la Bolduc, interprétée en duo avec André Carmel, qui incarne le genre, sur un air de fête. La belle-mère lui suggère une façon d'en finir avec sa belle-mère. Veux-tu que je te donne la manière, si tu veux bien t'en débarrasser, mets-y donc une bonne pilule dans sa théière, elle ne viendra plus jamais t'achaler. La mort est présentée comme une délivrance pour le genre et ceux-ci jubilent lors du décès de leur belle-mère. Et dans cette blague, un médecin raconte à un confrère son truc pour profiter de ses réjouissances et s'assurer d'être payé intégralement. Il dit « Je ne soigne que les belles-mères. Si elles guérissent, leur fille me paie bien. Si elles meurent, leur jambe me paie mieux. » Le médecin parle uniquement des filles et non des fils. On voit clairement que les plaisanteries ciblent uniquement la belle-mère jambe.
Il est probable qu'inclure la fille dans les représentations de ce trio bouleverserait ce qui est admis sur la place publique. Car tant que la relation se joue à deux, les représentations du genre martyr devant une belle-mère monstre permettent aux gens de se déresponsabiliser de devoir prendre soin de la mère de leur femme, de maintenir en place un système où les hommes sont solidaires les uns des autres et approuvant entre eux, du moins par l'humour, ça ne veut pas dire que c'est ça la réalité, la méchanceté et la misogynie qu'ils ressentent. Hein? Mais les représentations de la belle-mère de la bru s'inscrivent dans un registre distinct. Cette relation, moins étalée sur la place publique, se révèle par des sources considérées comme étant plus issues du domaine privé. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, pour la présence des journalistes, fait que les pages féminines étaient vues comme un foyer, un endroit privé. Puis comme mentionné plus tôt, en humour, ben, la belle-mère de la bru est pratiquement inexistante. Probablement parce qu'étant la mère d'un homme, cette femme demeure protégée par la création masculine qui n'égratigne pas leur mère dans leur imaginaire. Cela dit, il est impossible d'imaginer de quelle façon les brus auraient représenté leur belle-mère si elles avaient eu le pouvoir de s'exprimer par les blagues. Peut-être que leur humour aurait été semblable à celle des hommes et peut-être qu'on aurait assisté à la naissance du stéréotype du beau-père. Qui sait? Parce qu'il y a beaucoup à dire aussi sur le beau-père, si on peut faire parler les brus. Un des premiers thèmes qui est abondamment repris est le fait que deux femmes, la mère et l'épouse, aiment le même homme, qu'elles doivent donc se partager son cœur. L'homme est imaginé comme étant le trésor pour lequel les deux femmes doivent lutter afin de partager des parcelles de son affection. Et ça donne lieu à une série de représentations où que les deux femmes ne sont pas capables de s'entendre, qui sont en rivalité, qui sont jalouses. Et contrairement au duo qu'on a vu pour le genre, ici, on est en face d'un trio. On parle toujours des trois de la relation. Ici, la belle-mère et la bru se tiennent très droites l'une devant l'autre et sont représentées comme étant dotées d'un caractère volontaire assez égal. Entre les deux, l'homme, fils de l'une et mari de l'autre, mais il semble pris en otage. Ses épaules penchées vers l'avant et son regard par le sol semblent indiquer qu'il voudrait s'effacer et laisser les deux femmes discuter ou bien combattre ensemble. Il ressent dans les journaux presque toujours cette figure d'un fils-mari faible, pris entre deux femmes. Les feuilletons, les éditoriaux, les courriers du cœur mettent de l'avant que le fils s'attend à ce que sa femme respecte et prenne soin de sa mère, et ce, peu importe son caractère. La bru n'est pas présentée comme dans le code du genre comme une victime. Au contraire, si elle ne se conforme pas à ce qu'on attend d'elle, elle est plutôt pointée du doigt. Il est même fois suggéré à la bru de faire preuve de conciliation et de laisser la place à la mère de son époux, et de leur côté, les belles-mères reçoivent le commandement de moins éprouver leur fils. Les auteurs d'un livre sur la rivalité féminine, Elisabeth Gardoche et Anne de Montarlot, énoncent que la mésentente entre belle-mère et belle-fille est considérée par de nombreux chercheurs comme une construction. D'ailleurs, une série de représentations suggèrent que les belles-mères et les brus peuvent évidemment se détester, c'est pas, ça l'arrive, en venir même à la bagarre, mais aussi devenir de grandes complices. À travers les courriers du cœur, plusieurs brus confient à recevoir l'aide de leur belle-mère pour s'occuper des enfants ou faire face à la violence domestique, parce qu'il y a des belles-mères qui prennent parti pour leur bris au détriment de leur fils. Il y a aussi des publicités qui mettent de l'avant la bonne entente entre belle-mère et bru. Celle pour le composé végétal de Lydia Peckham en est un bon exemple. Pendant des décennies, des annonces et témoignages du produit sont exposés au lectorat québécois. Et après le décès de la créatrice en 1883, les encadrés misent sur la transmission du savoir féminin entre belle-mère et bru. Et les articles se terminent en disant que Mme Peyton est la bru de la fondatrice et Nathan était sous sa direction, mais elle est en mesure de donner les mêmes conseils. Et finalement, ce qui est attendu socialement pour les brus et les genres est très dissemblable. D'un côté, on martèle aux brus le sens du devoir. Du côté des genres, la maltraitance semble quasiment acceptable, ou du moins justifiée par l'humour. Ces attentes remontent très loin dans l'imaginaire. Entre 1856 et 1959, ma période, les références religieuses sont encore très présentes dans la société, puis deux références bibliques sont abondamment énonçant les journaux et elles proposent un imaginaire, comme vous allez voir, très différent. Premièrement, il y a des paroles inspirées à Adam par le Saint-Esprit qui sont fréquemment citées. L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Elles permettent aux chroniqueurs d'affirmer qu'il est naturel pour les jeunes hommes de s'éloigner de leurs parents et d'inviter les mères éplorées à faire preuve de détachement lorsqu'elles deviennent belles-mères.
Alors que la Bible offre aux hommes une doctrine qui encourage le détachement, le registre de la référence est tout autre pour les femmes. Il aurait suggéré en modèle la figure de Ruth, la bru idéale, tirée de l'Ancien Testament. Noémie vivait très heureuse avec son mari, ses 2 fils et ses brus, jusqu'au jour où les 3 hommes furent tués. Veuve et attristée, Noémie suggéra à ses brus de retourner dans leur pays natal. Mais Ruth refusa d'abandonner sa belle-mère. Les 2 femmes s'installèrent ensemble et Ruth se remaria grâce à l'accord de sa belle-mère. Elle eut un fils, Obed, qui est quand même l'ancêtre de la maison royale de David et de Jésus, très important dans l'histoire religieuse. Et les textes soulignent que son fils et son mari sont des récompenses du Seigneur pour l'affection, la fidélité et le sacrifice de Ruth envers sa belle-mère. Autrement dit, cette conclusion suggère aux femmes que si elles embrassent avec charité leur sens du devoir, elles seront honorées par la présence d'hommes, mari ou fils. L'image de Ruth permet de rappeler à toutes les brus le modèle à suivre. Et au 19e, tant au 20e siècle, cet idéal est répété à maintes reprises dans les journaux et de multiples façons. On demande aux brus une abnégation, sacrifice, alors que les blagues qui expriment de la maltraitance des gens envers leur belle-mère passent comme vu plutôt comme une légitime défense. Ici, on a une figure qui éclaire sur une des formes de maltraitance qui subissent les belles-mères. Le gendre augmente le salaire de sa domestique lorsqu'il apprend qu'elle a fait preuve d'impolitesse envers sa belle-mère. Non seulement il ne défend point la mère de sa femme, mais il s'assure ainsi que sa belle-mère ne sera pas mieux traitée. Dans tout ça, où est le beau-père? Comme je le disais, il n'existe pas de stéréotype négatif du beau-père. Les représentations de cette figure sont bien sûr construites par le même regard masculin complaisant. Puis il y a quelques thématiques qui ressortent. Évidemment, je dois souligner que moi, j'ai fait une recherche sur la belle-mère, qu'il pourrait avoir de plus amples recherches de beau-père, mais il apparaissait à travers mes recherches ici et là. D'abord, la tendance à dissimuler la figure du beau-père. En 1896, il y a un drame qui s'est déroulé à Pointe-Saint-Jean. Dans le titre, en gros frère, on voit uniquement la belle-mère qui apparaît, et ça, même si le mandat d'arrêt concerne les 2 beaux-parents. La belle-mère a injurié et ébouillanté sa bru. On voit que les conflits existent vraiment, et la rendant à moitié aveugle, et son beau-père, loin d'aider sa bru, lui asséna avec un pot d'eau, un gros coup de poing en plein visage. Le choix du journaliste d'inclure uniquement la belle-mère dans le titre tend à surreprésenter son action et diminuer ou invisibiliser le celle du beau-père. Parce que tous ceux qui ne liront pas le texte au complet ne sauront pas ça. Qu'est-ce qu'on retient souvent, c'est les titres seulement. Cette tendance à masquer la figure du beau-père transparaît dans plusieurs autres textes. Ensuite, le beau-père est représenté comme un homme sachant, lui, bien se comporter. Ici, 2 belles-mères discutent des hostilités qu'elle éprouve, l'une avec sa bru, l'autre avec son gendre. Un beau-père les observe et finit par leur dire pourquoi lui qui est veuf vit une expérience plus agréable. Il a un gendre et une bru qui l'adore parce qu'il sait se mêler de ses affaires. La question se pose, est-ce que les beaux-pères sont munis d'un talent inné pour se faire aimer par leurs beaux enfants, ou bien sont-ils, du fait de leur occupation en dehors du domicile, coupables d'un manque d'engagement domestique? En fait, l'activité professionnelle des hommes leur offre une identité qui est autre que celle que la femme est reliée à sa fonction maternelle. Moins présents dans la sphère privée, plus occupés sur la scène publique, les beaux-pères seraient, par leur absence, en fait, moins égratignés. Et dans les textes, on retrouve encore les mêmes rhétoriques dans les blagues pour les beaux-pères que celles pour les gendres, où les beaux-pères est souvent représenté comme étant victime de sa femme et trop faible pour se défendre. Mais fréquemment, le retrait du beau-père est présenté plutôt comme un signe de grande sagesse. Dans la comédie L'école des belles-mères, lorsque les jeunes mariés sont en brouille pour une première fois, les 2 belles-mères s'immiscent allègrement et font plus de tort que de bien. Pendant la majeure partie de la pièce, le beau-père du genre, homme effacé et absent, demeure muet. Par contre, à la fin, c'est lui qui ramène sa fille à la raison. Peu de répliques, mais le seul personnage capable, par sa sagesse, de régler les chicanes de la famille. Ça, vous reconnaissez sûrement cette image-là qu'on voit dans de nombreux romans québécois. En fin de compte, que cela soit en tant que gendre, fils ou beau-père, l'homme en relation avec la belle-mère est toujours représenté comme étant effacé, non impliqué ou indifférent à la sphère domestique. Et alors que la fille de la belle-mère est peu représentée, en revanche, dès que sa bru déborde de caractère, elle est facilement pointée du doigt. La figure de la belle-mère s'insère donc dans un monde patriarcal où les hommes se représentent comme étant les victimes des femmes qui les entourent. Et le poids des conflits familiaux repose uniquement sur les épaules des femmes.
Ensuite, parlons de la guerre domestique, la guerre à la maison. Lorsqu'une femme et un homme s'unissent, évidemment, leur mariage engage deux univers familiaux et une panoplie de situations découle de l'alliance, variant de distinction sociale à une haine féroce entre les deux familles. Certaines familles maintiennent une paix relative, d'autres déclarent la guerre, et fréquemment, la belle-mère est ciblée comme étant la cause des frictions familiales. Une quantité importante de représentations vise à décrire que la guerre auprès d'une belle-mère est la pire de toutes. Et voici une série de blagues laisse entendre qu'entre deux guerres, les gens préfèrent celle des tranchées. Ces vignettes témoignent de cet humour. Un gendre raconte s'être enrôlé par amour de la paix et fuir la guerre qu'il vivait à la maison. Il y a trois enjeux qui favorisent la guerre domestique. D'abord, les fréquentations sont une période délicate. Tout le monde essaie de paraître son meilleur jour. Et lorsque les amoureux s'engagent plus sérieusement, on retrouve un relâchement des efforts de séduction et la mise en lumière un peu de tout le monde, de leur culture dissemblable. Et souvent, on reproche l'éducation procurée par les deux mères qui n'est pas la même. Puis en 1939, je veux dire, au tout début du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, le personnage de la Debauche propose sa vision pour mettre fin à la guerre. Il suggère de recourir à la sauvagerie entre les belles-mères et que chaque gendre enrôle la sienne pour l'envoyer au champ de bataille. Et il dit qu'ainsi les Boches, en apprenant ça, vont se mettre à crier « camarades » comme un seul homme. Je sais bien que c'est un sale tour à leur jouer, mais les salauds se servent bien de gaz asphyxiant, eux autres. Je ne vois pas pourquoi on gênerait nous autres. Ensuite, la cohabitation est un facteur qui peut évidemment aggraver les relations intrafamiliales. Ce n'est pas facile pour personne de cohabiter, que ce soit une simple visite temporaire à une plus longue. Là. Puis de nombreux chroniqueurs encouragent les couples à cause de ça à ne point cohabiter. Mais en fait, la réalité, c'est que souvent, les gens n'ont pas le choix. Tant au 19e qu'au 20e, il y a divers facteurs, dont le sens du devoir ou la pénurie de logements au 19e, puis après la Deuxième Guerre mondiale, la crise économique, le manque de revenus de certaines personnes, la perte d'emploi, qui impose à de nombreux couples de cohabiter. Puis avant le grand jour, la plupart des fiancés, en fait, ils rêvent tous d'avoir leur nid à eux. Mais quand le choix n'est pas possible, c'est souvent dans le milieu ouvrier qu'on voit ça, bien, une des solutions est d'être hébergé de façon provisoire par une des familles du couple. Comme le logement appartient aux beaux-parents, les textes laissent entendre que la situation entraîne une perte de pouvoir pour le jeune mari, qui ne peut pas alors devenir chef de famille. Et pour la bru, cela signifie vivre dans une maison dirigée par une autre femme et repousser son rêve de s'installer à son goût. Fait qu'elle peut pas. Il y a on peut imaginer tous les problèmes qui peuvent découler. Et contrairement aux gens, les brus doivent composer avec le partage des tâches et souvent vivre toute la journée seuls avec leur belle-mère. La proximité, évidemment, augmente les tensions. L'image semblable à cette photo ici est même fois répétée que la plus vaste cuisine se révélera toujours trop petite si bru et belle-mère travaillent ensemble. Malgré tout, on voit positivement qu'il y en a qui ont profité de cette cohabitation pour apprendre les rudiments de la gestion de la cuisine, de la maison, pour apprendre comment s'occuper, pour les naissances aussi. En fait, les femmes s'entraident aussi beaucoup à travers le temps. Et la cohabitation permanente est un défi beaucoup plus grand. La plupart des cas se rapportent à la situation où une des deux mamans devenue veuve doit être prise en charge. Ce devoir traverse toute la période de mon étude, en tout cas jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, au moins, parce que les mères ou même les parents, des fois c'est les deux parents, qui atteignent un âge avancé, habitent presque systématiquement avec leurs enfants. Par contre, c'est important de le souligner, ça n'a jamais été le cas pour la majorité des couples parce que c'est un seul enfant par famille qui devait prendre en charge leur mère. Dans une famille de 10 enfants, par exemple, il y en a 9 qui ne vivaient pas cette situation-là. Et deux possibilités alors s'offrent à la belle-mère, à la mère-belle-mère, vivre chez son fils ou vivre chez sa fille. Et la préférence des mères semble avoir été de vivre chez son fils, avec une bru. Puis en 1934, il y a plein de courriers qui parlent de ça. Je vous donne deux exemples. Il y a une bru désolée de prendre soin de sa belle-mère demande à Colette pourquoi les mères préfèrent toujours vivre chez leur fils. La journaliste tente une explication en disant peut-être que ça tient à un certain scrupule de demander la subsistance à un étranger, alors son gendre, plutôt qu'à son propre fils. Puis 15 années plus tard,
Colette encore répond à un autre Bru et elle réitère les mêmes réflexions, mais ajoute qu'une mère qui est dans l'obligation de recevoir l'hospitalité de ses enfants devrait toujours habiter chez sa fille parce que l'accord serait favorisé du fait que les deux femmes ont nécessairement des habitudes de vie communes. Donc, d'un côté, il est plus facile pour la mère d'être prise en charge par un fils au niveau financier, mais de l'autre, l'entente serait plus facile avec une fille. Mais ces témoignages et ces nombreuses études soulignent qu'il était plus fréquent pour une Bru de devoir prendre soin de sa belle-mère, ce qui veut dire que ce qui est généralisé par l'humour n'est pas la réalité, en fait. C'est plutôt les Brus qui doivent composer avec une belle-mère, même si, évidemment, les mères n'ont pas nécessairement le choix, n'ont pas nécessairement un fils non plus, ou plusieurs fils pour pouvoir choisir, donc que les deux situations existent. Du côté de vivre avec sa fille puis cohabiter avec son gendre, ce qui est moins fréquent, l'idée véhiculée par les représentations suggère que les conflits empêchent les hommes d'être en paix à leur maison. Dans cette figure, un gendre et sa belle-mère sont assis face à face, les deux dans une position reculée. Les bras levés du gendre suggèrent qu'il cherche seulement à se défendre alors que sa belle-mère pourrait l'attaquer. Pauvre lui. Le gendre explique avoir renoncé à l'alcool pour éviter de voir sa belle-mère en double, considéré pire que le plaisir de boire. Comme vous le voyez, la fille de la mère, femme du mari, elle est toujours absente de l'image. Concernant la cohabitation, on se retrouve encore devant un trio, mais il ressort à nouveau que deux femmes doivent partager le cœur de l'homme. Puis ici, une future belle-mère, veuve, est éplorée à l'idée du futur mariage de son fils. Puis il est écrit que le petit garçon à sa maman, le gros Paul, pour la consoler, lui promet qu'ils vivront avec elle. Paul est dépeint comme étant incapable d'envisager vivre sa vie d'homme marié loin de sa mère, alors qu'il s'essaie d'écrire comme ayant une forte influence émotionnelle sur lui. La Bru, dessinée entre les deux, les sépare physiquement, mais n'arrive pas pour autant à imposer une séparation émotionnelle entre eux. Il y a une expression bien connue qui dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire, hein, fait que sûrement qu'il y a beaucoup d'histoires qui ne sont pas véhiculées dans les journaux. Malgré tout, je souligne qu'à travers plusieurs feuilletons et quelques courriers du cœur, il y a des cohabitations heureuses qui sont partagées, même aussi par des gens qui ont écrit aux journalistes. Mais il y a toujours une petite finale qui dit que ça, c'est une exception, que c'est rare, pour renforcer la norme que la mésentente va de soi. Dernier point, les enjeux financiers. Il y a 2 articles du Code civil québécois instauré en 1866 qui stipulent que les enfants et les gendres et les belles-filles doivent des aliments à leur mère et père dans le besoin, et beau-père et belle-mère. Puis il y a des multiples scénarios qui découlent de ça. Ce n'est pas tous les gendres ou tous les fils qui sont contents de ces devoirs. Que si la belle-mère est pauvre, elle peut être considérée par les Brus et les gendres comme un poids à se délester. Puis au 19e siècle, puis pour une majeure partie du 20e siècle, au moment où les mères deviennent veuves, il faut souligner, à moins d'une richesse familiale personnelle, d'hériter de son mari ou de gagner un salaire, elle se retrouve à la charge de ses enfants, parce que toute sa vie, on n'a pas voulu qu'elle travaille puis qu'elle ramasse l'argent. Puis en 1951, ce constat, il change un peu avec l'adoption d'une pension de vieillesse qui est un peu plus généreuse que celle qui était auparavant octroyée. Mais la femme âgée, sans ressources, demeure tout de même vulnérable. Et on voit dans les journaux que si les enfants et les beaux-enfants sont tenus par la loi à offrir assistance, mais plusieurs textes mettent en lumière que les besoins de la belle-mère sont souvent décriés et scrutés et que les belles-mères doivent aller en procès pour obtenir justice et obliger sa famille à payer pour elle. Puis au contraire, si la belle-mère est fortunée, ou du moins en moyen de se débrouiller seule, elle est dans une position un peu paradoxale. Parce que soit elle est estimée pour sa participation, ou ce qu'elle pourrait éventuellement léguer, ou soit elle est maltraitée pour ce que les gens et les Brus veulent lui dérober. Cette plaisanterie de 1880 dit que si votre belle-mère est vieille, soyez-la, car elle pourrait vous faire son héritier. Si au contraire elle est jeune, nous jetons notre langue au chien. Suggère que certains beaux enfants prennent hypocritement soin de leur belle-mère à condition qu'elle ait un quelconque héritage à léguer. Et les belles-mères les plus vulnérables sont celles entourées d'une Bru ou d'un gendre qui convoitent sa richesse et dont l'appât du gain les pousse à vouloir les éliminer. Au cours du 19e, on rapporte dans les journaux plusieurs crimes atroces sur les belles-mères. En 1856, l'assassinat à Saint-Thomas de Montmagny, que je vous ai un peu présenté au début, Charlotte Todd fait couler beaucoup d'encre. Son gendre, Jean-Baptiste Corriveau, qui est un autre Corriveau, est reconnu coupable de l'avoir tué et condamné à être pendu. Le mobile semble avoir été le désir d'hériter plus rapidement du pont de péage sur la rivière du Sud que possédait sa belle-mère.
Et en 1868, en Ontario, une nouvelle mariée, Mary Harrington, demande à sa belle-mère de l'accompagner pour aller puiser de l'eau. Et rendue sur place, elle la pousse dans le puits d'une profondeur de 40 pieds. Miracle, la belle-mère survit et la jeune fille est soupçonnée et arrêtée. Il est écrit que cette jeune femme avait toujours été bien traitée et que la seule cause qu'on puisse lui attribuer au crime est un douaire en faveur de la belle-mère et qu'elle aurait voulu éteindre par cet acte criminel. Mais malgré ces cas déplorables, en général, les belles-mères indépendantes semblent avoir été bénéficiées d'un meilleur traitement et respect de la part de leur famille. D'ailleurs, de nombreux témoignages soulignent le regret de celles qui se sont données à un fils, c'est-à-dire d'avoir de leur vivant légué en partie ou en totalité leur richesse en échange de l'entretien, du logis et des commodités. Les mères réalisent que n'ayant plus d'atouts pour forcer sa famille à bien la traiter, elles se retrouvent vulnérables. Et en 1944, une vieille maman demande s'il est possible de renverser le don de tout ce qu'elle possédait. Puis Colette lui souligne qu'elle est un exemple parmi 1000 du peu de fonds que doivent faire sur la reconnaissance de leurs obligés, ceux qui n'ont rien à donner. Et puis en 1959, comme tant d'autres chroniqueurs, Jeannette Bertrand répond elle aussi que se donner un enfant est rarement un geste heureux et suggère à sa correspondante d'aller voir le notaire et tenter de renverser la situation. Bref, la belle-mère autonome financièrement a plus d'armes pour imposer le respect et obtenir un meilleur traitement, à moins qu'elle soit entourée de personnes sans scrupules. Puis au final, très peu de textes offrent de réflexion sur ce que peut expérimenter la belle-mère à travers cette garde domestique. Son vécu lorsqu'elle héberge le jeune couple ou bien qu'elle doit se départir d'une partie de sa vie en renonçant à son logis, ses avoirs et dépendre de sa famille. Puis dans la dernière section, les clivages générationnels, il y a diverses représentations qui suggèrent que la majorité des femmes redoutent le jour du mariage, car ce moment de réjouissance signifie l'envol d'un enfant et à devoir faire preuve de détachement et laisser place à la nouvelle génération qui prend son envol. Le mariage est perçu si d'un tel déchirement que cette journaliste de cette chronique pour les robes de cortège le compare à un enterrement, que les mères avaient plus envie de porter une robe de deuil. Le deuil est représenté comme une dégringolade vers l'état de se sentir vide après avoir été si longtemps pleine de la maternité. Il décrit que le rôle de mère est fait de sacrifice, de don de soi, de renoncement, et qu'en devenant belle-mère, les femmes font face au point culminant de l'abnégation. De multiples conseils visent à rappeler aux mères qu'elles sont contraintes de réaliser qu'elles font dorénavant partie du passé et qu'elles doivent faire preuve de caractère et souffrir en silence. Tous ces exemples font appel à l'exaltation du rôle maternel et stipulent qu'une mère qui se retrouve sans enfant est nécessairement en proie à un immense déchirement. La réalité comporte plus de nuances. Des fois, le mariage peut être, par exemple, un soulagement économique pour la mère ou autre situation, mais tout de même, en général, ce changement de génération n'est pas facile et la morosité ou le sentiment de vide, qu'on appelle aujourd'hui le nid vide, est souvent au rendez-vous. Dans les années 50, on voit apparaître la volonté d'offrir un visage plus jeune et joyeux à cette étape de la vie. Des propositions sont mises de l'avant, comme on voit aujourd'hui, pour inciter les mères libérées à s'inventer une nouvelle vie en prenant des cours, trouvant un nouveau travail. Toutes sortes d'activités sont proposées. Il y a cette vignette ici que je trouve assez éloquente, qui évoque le cycle de recommencement qui se joue d'une génération à l'autre. Le genre est découragé d'être envahi par la présence de sa belle-mère, qui, elle, s'impose chez son genre pour fuir la sienne. Cette reproduction d'un cycle sans fin de même comportement d'une génération à l'autre est abordée sous différents angles. En fait, les jeunes jugent les personnes plus vieux, puis les vieux jugent les jeunes, puis ils jugent les nouvelles tendances. Mais en fait, c'est toujours le même jugement qui est répété, même si la société change et que ce qui est jugé semble être différent. En fait, peut-être que ce cycle de répétition perdure de génération en génération parce que la jeunesse et la vieillesse appellent des besoins différents qui ne se comprennent qu'au moment où ils sont vécus. Dans cet humour malveillant, il est dit qu'il y aurait des bonnes et des mauvaises belles-mères. Les bonnes étant celles qui ont eu l'obligeance de se faire enterrer et les autres, celles qui ont négligé de remplir cette petite formalité. Pourtant, dans les journaux, il y a des qualités, des attitudes et des défauts que la génération des jeunes aime ou bien reproche à la belle-mère. D'abord, quels sont les péchés considérés détestables par la génération des plus jeunes? Une panoplie de défauts. 3 catégories, on peut les rassembler. Tout d'abord, l'intrusion. La mauvaise belle-mère est accusée de s'imposer au sein du couple,
de l'envahir, de s'introduire, autrement dit, de ne pas réaliser que son rôle est terminé et de ne pas couper le cordon. Ensuite, l'indiscrétion. Les textes suggèrent que sa curiosité concerne presque toujours un jugement à propos des dépenses du couple. Il y a même ici un encadré, en 54, une chronique sur le savoir-faire qui aborde la question et qui en suggère à toutes les belles-mères de ne pas poser de questions à leur bru sur les articles qu'elles ont achetés. Et puis, le dernier péché, la comparaison. Car ce que la nouvelle génération déteste fortement, ce sont les belles-mères qui comparent sans cesse leur passé avec le présent, par exemple par la formule « dans mon temps ». La journaliste Françoise Gaudet-Smith rédige un long billet et met en garde les belles-mères d'user de cette comparaison. Dans mon temps, on lavait la planche. Dans mon temps, je cuisinais le pain. Dans mon temps, on n'achetait pas le savon. Dans mon temps, les femmes allaient au champ. La comparaison peut même aller jusqu'à déplorer que les hommes participent aux tâches domestiques. J'étais surprise, mais en 1949, une belle-mère écrit au courrier de Colette pour se lamenter. Elle accuse sa bru qu'elle traite d'égoïste d'avoir transformé son fils, car celui-ci l'aide à la vaisselle. Puis à l'opposé, la bonne belle-mère est illustrée comme étant une femme qui, du jour au lendemain, s'efface, ne s'ingère pas, demeure discrète et évolue avec les mœurs de la nouvelle génération. Autrement dit, c'est une femme qui a une vie bien à elle puis qui était plus épanouie. Autrement dit, aussi, comme la formule le précepte chinois, elle devient sourde, muette et aveugle. La belle-mère, ce qui s'appelle Amy, est représentée comme s'effaçant et laissant sa place pour le bonheur du nouveau couple. Elle est mue d'un esprit de sacrifice et comprend que son temps de mère est terminé. Cette publicité vise cette humble qualité. Les vignettes mettent en scène une jeune femme qui demande conseil à sa mère. Il est extrait en gros que celle-ci, belle-mère du mari, refuse de s'ingérer et encourage le couple à se débrouiller seul. Après tout, elle n'est que la belle-mère. La belle-mère idéale est riche d'expérience et transmet son savoir avec discrétion, notamment concernant la cuisine. Et ces conseils sont dénoncés de multiples façons. Dans les années 40 et les années 50, la journaliste Odette Oligny offre une série de conférences à différents endroits de la région du Québec dans lesquelles elle présente comment devenir une bonne belle-mère. Ici, j'en profite pour souligner l'écart qu'il peut y avoir entre la réalité et les représentations. Parce qu'en 1949, à une de ses conférences, elle a l'idée de lancer un scrutin secret dans la salle pour démontrer mathématiquement qu'il existe un grand nombre de bonnes belles-mamans. Toutes les grues présentes devaient dire sous l'anonymat, évidemment, parce qu'elle aurait peut-être osé le dire, si oui ou non elles avaient à se plaindre de leur belle-mère. Le résultat est particulièrement éloquent. Seulement 5 sur 39 versèrent dans la doléance. Et de plus, elle déclare que sur les 10 hommes qu'elle a consultés, 8 se félicitent d'avoir une belle maman en or. Et puis, la belle-mère est appelée à devenir grand-mère. Ce stéréotype est nettement plus positif. Cette caricature est une représentation très réductrice de l'utilité et du vieillissement des femmes. Je ne peux pas vous compter le nombre d'heures que je me suis penchée sur ce dessin que je trouve très révélateur. En avant-plan, un vieux monsieur au crâne dégarni reluque avec gourmandise les jambes d'une jeune fille, tout en pensant que cet attrait sera gâté lorsqu'elle basculera du côté des belles-mères. En second plan, minuscule dans l'image, une vieille femme est penchée devant des oiseaux. Aucun homme ne la regarde, laissant suggérer que son pouvoir de séduction s'est envolé avec les années. Il se dégage donc de ce dessin l'opposition entre la jeunesse attrayante et la femme âgée et 2 étapes du vieillissement peuvent être décelées. Dans un premier temps, la jeune fille déclinera en devenant belle-mère pour ensuite, comme la vieille femme à l'arrière, s'effacer et se transformer en une douce grand-mère. Plus profondément, l'historien Jean Bronca souligne que c'est le jugement patriarcal sur l'utilité des femmes qui se révèle à travers ces représentations. Car la pensée patriarcale considère les femmes sous un rapport utilitaire. Le corps, mis à sa disposition des hommes, est multitâche. Donner du plaisir, fabriquer des enfants, les nourrir dans un foyer. Quelques auteurs font un rapprochement entre la personnalité et de la belle-mère et la ménopause, moment de la fin de la fonction reproductrice. Par exemple, en 1919, lors d'une causerie médicale sur l'âge critique des femmes, un docteur cite tous les maux dont sont affligées les femmes à la ménopause, prise de poids, chaleur, battement cardiaque, attaque d'hystérie et autres, et souligne que ça n'existe pas du côté des hommes. Il surnomme cette période de
institution L'Enfer des femmes. Il y rapporte que c'est ainsi que notre éminent maître, le professeur Benjamin Bell, expliquait le caractère fantastique et difficile des belles-mères. Il disait qu'elles méritent ordinairement leur mauvaise réputation, ont un caractère insupportable entre 45 et 50. Et 15 années plus tard, l'auteur d'une chronique sur les problèmes féminins hormonaux s'autorise à peu près les mêmes comparaisons, mais il ajoute que plutôt que de juger ces femmes, il faudrait les excuser ou bien les soigner. Et la figure de la bonne grand-mère est plus positive que celle de la belle-mère, comme je disais. Si c'est le cas, c'est qu'en enfinant à nouveau un rôle maternel, elles sont perçues comme retrouvant une certaine utilité et un statut désirable. Et alors que la belle-mère est souvent représentée comme vieille et démodée, mais la vieillesse de la grand-mère n'est pas illustrée comme un défaut. Au contraire, son image est enveloppée de douceur et de tendresse. La figure de la bonne grand-mère est donc celle d'une ressource appréciée et commode. Tout d'abord, la grand-mère peut servir de gardienne, presque toujours gratuite. Ensuite, la grand-mère est également illustrée comme pouvant, par sa sagesse, son vécu de la maternité, apporter une aide précieuse. Et l'ultime utilité de la grand-mère, c'est lorsque, pour une raison ou pour une autre, majoritairement du temps suite au décès d'un des parents, elle doit élever ses petits-enfants. Pour les grand-mères, devenir mère à temps plein, à un âge avancé, et en plus de vivre le deuil d'un enfant, là, ça demande beaucoup de courage et d'amour. Évidemment, tout n'est pas rose pour autant pour la grand-mère, parce que de nombreux conflits peuvent surgir concernant l'éducation des enfants. Et à partir de la Première Guerre mondiale, la profession des experts de la famille, pédiatres, psychologues, travailleurs sociaux, est en plein essor. Et ceux-ci proposent aux familles québécoises des méthodes d'éducation et de soins considérées plus modernes, ce qui crée un nouveau type de fossé générationnel, et les remèdes de grand-mère deviennent alors de plus en plus démonisés. Certains vont dire que les représentations ne sont pas la réalité. D'autres, au contraire, affirmeront que si le stéréotype existe, c'est qu'il y correspond, comme je disais en entrée de jeu. Je rappelle que mon étude ne visait pas à départager ce qui appartient au réel ou à l'irréel, mais à observer les messages véhiculés, ce qu'ils indiquent de la part de ceux qui les ont créés et ce que leur répétition imprime dans l'imaginaire collectif. Le portrait qui a été brossé est certes fragmentaire et tributaire de ce qui était offert dans les journaux et revues d'époque. Toutefois, cette enquête a mis en lumière plusieurs constats intéressants et communs à un corpus hétéroclite. Tout d'abord, loin d'être anecdotique, cette investigation dans le monde des représentations de la figure de la belle-mère a fait apparaître des rapports de force extrêmement puissants, comme on l'a vu, au sein de la famille et de la société, dictés par le genre, l'âge et les générations. Et cette recherche a mis en lumière le rôle de l'humour dans la constitution et la perpétuation des rapports de force entre les hommes et les femmes. On a vu que l'humour révèle une misogynie et un profond mépris des femmes, notamment en sous-entendant le désir des gens de voir mourir ou souffrir leur belle-mère, ou bien par les images récurrentes de femmes vieillissantes monstrueuses. Non seulement une blague, ce n'est pas juste une blague, mais par le martèlement du même message sur toutes les tribunes pendant des décennies, on se retrouve devant un poids culturel considérable. Les références imaginaires de genre victimes de la belle-mère bourreau insinuent l'illusion d'un pouvoir féminin, du non-investissement des hommes dans la sphère domestique ou de la l'immaturité masculine. Un des profonds messages qui émerge de cette recherche, c'est le désir de tasser des femmes une fois leur rôle de mère terminé. La pensée patriarcale considère futile l'existence des femmes qui ne sont pas impliquées dans un rôle maternel, ce qui explique les représentations positives de la grand-mère. Certaines belles-mères sont considérées bonnes, c'est qu'elles souffrent de l'époque de leur maternité en silence. Mais alors que certaines caricatures grotesques, grossières, représentent des belles-mères d'une amplitude corporelle écrasante, suggérant qu'elles prennent trop de place, elles dissimulent le fait que lorsque les femmes endossent le rôle de belle-mère, plusieurs d'entre elles se retrouvent démunies et fragilisées, entre autres par la perte de leur identité, une nouvelle solitude ou encore les effets de la ménopause. Et suite à des années de dévouement domestique et d'éducation aux enfants, plusieurs belles-mères, souvent veuves et sans ressources, se retrouvent dépendantes de la générosité de leurs enfants et beaux-enfants. Est-ce qu'il serait possible un jour de rêver que le stéréotype de la belle-mère devienne désuet et tombe dans l'oubli? À la fin du 19e siècle, la féministe allemande Edwin Thom en est convaincue. Pour elle, le remède se trouve dans l'émancipation des femmes et elle milite alors pour que la belle-mère devienne si active en tant que médecin, avocate, musicienne ou autre métier qu'elle n'aura plus le temps de se mêler de ce qui ne la regarde pas.
Elle imagine que l'ancienne belle-mère est désormais condamnée à périr, que bientôt retentira dans le monde entier ce cri joyeux: la belle-mère est morte, vive la femme sérieuse et active, la femme occupée, enfin d'une façon digne d'elle, ce qui lui permet d'être une femme, pour sa fille mariée, une amie, et pour son genre, un bon camarade. Depuis cette vision, qui date depuis plus de 120 ans, de nombreux changements se sont déroulés au sein de la société québécoise et la vie des femmes s'est modifiée à plusieurs niveaux. Les femmes ont conquis le marché du travail et de l'éducation, acquis le droit de vote, obtenu allocation familiale, pension de vieillesse. Pourtant, le stéréotype continue à être ressassé, ramâché, rabâché, radoté, sans aucune évolution. C'est assez déconcertant que le terme péjoratif, que belle-mère soit encore péjoratif, alors que la fonction même a évolué avec l'augmentation des séparations, des divorces, c'est même plus un emploi à vie. Si le stéréotype n'a pas disparu, est-ce à dire qu'il met plutôt en lumière des enjeux qui sont demeurés relativement inaltérés avec le temps? Malgré les nombreuses avancées du féminisme de l'implication grandissante des hommes aux tâches domestiques et à l'éducation des enfants, la charge mentale familiale est toujours plus considérable du côté des femmes. Bien que les femmes soient en général plus indépendantes financièrement que l'étaient leurs ancêtres, mais l'équité salariale est pourtant loin d'être atteinte. De plus, la méchanceté des hommes, producteurs des clichés, continue à passer sous silence alors que les brus et les belles-mères sont généralement encore celles qui sont mises en avant-scène. Un exemple parmi tant d'autres, en 2022, le journaliste Antoine McCree couvre l'audience du pape François sur les rapports entre générations et il souligne que le pape invite les gens et les brus à soigner les relations avec leur belle-mère. C'est génial, il parle des deux, de tout le monde. Pourtant, lorsque l'agence France Presse rédige un article sur l'événement, elle choisit d'omettre les genres et met l'emphase uniquement sur le fait que le pape a convié les brus à être plus tolérantes et les belles-mères à surveiller leur langage. Et c'est cet article, parce que tout part de l'agence France Presse, qui est relaté dans de nombreux journaux, dont ici le Journal de Montréal. Il en ressort le portrait que le poids des bons comportements repose encore davantage sur les épaules des femmes, alors que les gens sont fréquemment blanchis. Comme ça. Si le stéréotype du beau-père n'existe pas, mais en fait, c'est pas parce que le comportement des hommes est plus exemplaire, au contraire, mais en preuve, c'est majoritairement face à l'ingérence de certains hommes que l'expression « jouer les belles-mères » est employée, mais l'utilisation péjorative du féminin suggère que l'expression permet à la fois de maintenir en place l'idée que c'est la femme ou l'homme qui s'est égaré en jouant à la femme, qui est considérée inutile et vieille, qui est de trop, et à la fois d'évacuer de l'imaginaire que des beaux-pères pourraient revêtir un rôle moins reluisant. Malheureusement, l'âgisme est encore teinté par le genre, même si autant les hommes et les femmes le subissent. La sociologue Cécile Charlap estime qu'on vit encore dans un système où le vieillissement a 2 poids, 2 mesures, et malgré quelques changements positifs au cinéma, les femmes vieillissantes subissent toujours un double standard. Concernant le jeunisme, Mona Chollet souligne que le regard de la société sur les unes et sur les autres est très différent. Un homme n'est jamais disqualifié sur le plan amoureux et sexuel du fait de son âge, et lorsqu'il commence à présenter des signes de vieillissement, il ne suscite pas les mêmes regards apitoyés ni la même répulsion. Mais finalement, face au vieillissement de la population qu'on vit en ce moment, à une espérance de vie plus longue pour les femmes, jumelée à une plus grande vulnérabilité économique, il devient impératif d'étudier les stéréotypes concernant la femme âgée. Puis avec cette recherche originale sur la figure de la belle-mère, j'ai voulu contribuer à comprendre les choix collectifs que nous avons faits dans le passé et ceux qu'on aura à faire dans l'avenir.